Absolument. Bonjour à tous et à toutes. Je vais en profiter pour me présenter un court instant avant que la présentation soit disponible. Donc, je m'appelle Jacques Fontas, je suis directeur de la conformité dans un groupe qui s'appelle General Electric et plus particulièrement dans sa division santé. Donc, on fait de la recherche et développement, on fait de la commercialisation, de la production bien sûr, de la commercialisation et aussi du service pour tout ce qui est dispositif médical, IRM, scanner, ultrason, et également nous avons une petite branche pharmaceutique pour les produits de contraste. Donc en Europe, nous représentons 13 000 collaborateurs dans tous les pays européens et un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Je suis donc directeur du service de la conformité et qui est en charge de l'éthique à l'intérieur du groupe. Et je remercie le professeur Hervé de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous une facette du programme de conformité, parce qu'en 30 minutes, c'est pas possible de couvrir tout. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de pause parce qu'il n'y a pas de café, tout simplement. Économie, hein. Mais oui, non, mais on me demande de vous dire quand même. Et parce que hier, quand il y a eu une pause et du café, la plupart sont partis. Donc, comme il n'y en a eu que 40 qui sont restés, mais c'est important un café éthique à 40, on a beaucoup travaillé, mais c'est mieux quand on est beaucoup plus important. Donc, en définitive, on continue. On sait que vous avez beaucoup de courage. De toute façon, tout ce qu'on vous dit là est tellement indispensable dans la compréhension. Je vous en prie, allez-y. Vital même. Voilà, donc moi j'ai une formation de juriste et je suis dans la conformité, si je veux dire, depuis 1999, d'abord dans le secteur bancaire et puis dans le secteur de la santé depuis 2009. Donc ce que j'aimerais essayer de partager avec vous pendant ces 30 ou 35 minutes, c'est un petit peu de partager le périmètre. Qu'est-ce que ça veut dire que la conformité dans un groupe comme GE, dans un groupe commercial comme GE, c'est pas péjoratif, mais c'est la vérité. Ensuite, vous donner un angle particulier qui est celui du signalement ouvert. Alors c'est un terme un peu jargonneux. On appelle aussi ça les lanceurs d'alerte. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez en tant que citoyen. Dans le secteur de la santé, le principal signal d'alerte, c'est le docteur Frachon, qui a courageusement soulevé des problématiques que vous connaissez. C'est l'exemple classique qu'on peut donner. Un cas également moins connu, mais qui a son origine également dans un lanceur d'alerte, ce sont les prothèses mammaires PIP. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, du scandale de cette technologie invasive. Eh bien, l'origine du scandale, c'est un lanceur d'alerte. D'accord ? On le sait peut-être pas. C'est une personne à l'intérieur de l'entreprise qui a adressé l'information au procureur de la République et ensuite l'investigation a abouti. Donc c'est quelque chose qui résonne dans notre vie de citoyen, aussi dans le secteur de la santé. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'expliquer comment ce mécanisme est vécu et existe dans une entreprise comme la nôtre. Et ça peut également exister dans le secteur universitaire. On en parlait avec le professeur Hervé il y a quelques temps. Et puis j'essaierai de terminer par essayer de brosser un portrait des bénéfices, mais aussi des défis. C'est pas facile. Je ne vais pas vous brosser un portrait flatteur, mais également de vous narrer un petit peu les défis qui existent dans ce type d'implémentation d'une procédure comme celle-là. Donc, je le répète, c'est vraiment une facette du programme de conformité. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la lutte anticorruption, bien sûr, qui est un pilier de nos activités. Il y a les enquêtes, les investigations internes. On est un gros groupe, vous l'avez vu. Il y a des choses qui se passent et il faut investiguer. Il y a tout ce qui a trait au marché public. Vous êtes une institution publique ici, vous achetez des équipements. Il y a des réglementations très strictes en matière de marché public. Il y a également la formation. Il y a d'autres problématiques beaucoup plus importantes, aussi importantes, je dirais. Alors, qu'est-ce que c'est que la conformité ? C'est le terme français du mot anglais compliance et qui est proche de la terminologie d'intégrité, bien sûr. Donc, vous avez... en fait, nous ne sommes pas des juristes, même si j'ai une formation juriste. Nous avons une équipe de juristes à côté. Je dis à côté parce que nous formons une équipe en symbiose. D'accord ? Le service de conformité fait partie du département juridique et donc on travaille en grande synergie, je dirais. La spécificité de l'intégrité et de la conformité, c'est au-delà de la responsabilité juridique, pénale, civile de l'entreprise, c'est son image de marque et la protection de sa réputation
auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs et auprès du public, bien sûr, et également des institutions gouvernementales. Donc ça, c'est un point, je ne dis pas que les juristes ne le font pas, loin de là, mais c'est une spécificité du métier de l'intégrité que d'être focalisé là-dessus. Et au-delà de ça, on travaille sur des sujets spécifiques que j'ai évoqués tout à l'heure, la lutte anticorruption étant le premier d'entre eux. Nous sommes responsables des procédures, des politiques, des formations, des contrôles pour éviter la corruption dans le secteur qui est le nôtre. Voilà. Également, j'ai noté ici dans cette définition les zones grises. Qu'est-ce que c'est que les zones grises? Ce sont des zones dans lesquelles il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, ou en tout cas où elle est vague, elle est difficilement interprétable. Eh bien, nous devons prendre des décisions là-dessus. Et c'est aussi là-dessus que la conformité intervient. Et je vais vous donner un premier exemple pour un petit peu fixer le contexte. J'ai commencé ma carrière dans la banque. Et c'est une banque française qui a été rachetée par General Electric par la suite. Et bien, dans cette banque, la banque faisait des prêts immobiliers, tout à fait classiques. Et nous espérons tous, bien sûr, que ces prêts immobiliers soient remboursés jusqu'au bout. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a des clients qui ont des difficultés, bien sûr, liées aux aléas de la vie. Eh bien, à un moment donné, dans la vie d'un dossier, on peut être amené à vendre le bien immobilier et à expulser une famille. Eh bien, dans le cadre de mes responsabilités en tant que directeur de la conformité de cette banque, j'ai mis en place une procédure pour valider à chaque saisie, et avant bien sûr, la situation des clients et, si nécessaire, de suspendre la saisie pour des raisons d'intégrité. Il y avait des enfants, il y avait des personnes seules, il y avait des personnes handicapées, etc. etc. Donc ça, ce sont des procédures qui vont au-delà du juridique, de la petite bulle jaune. C'est pas du tout requis par la loi. C'est quelque chose que l'entreprise a décidé de faire au-delà de ses obligations légales et dans le cadre de sa responsabilité d'entreprise. Voilà un exemple concret et réel dans lequel l'intégrité est intervenue. Un autre exemple peut-être un peu plus technique, mais par contre qui concerne le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, sur lesquels qui est le mien, on intervient avec des professionnels de santé, avec des institutions de santé qui nous achètent nos équipements. Ce sont nos clients. Ce sont des clients publics, ce sont des clients privés. Et la loi française, mais aussi beaucoup de lois européennes, nous autorisent à participer à la formation continue des institutions de santé et des professionnels de santé. Ça, c'est très important. Et pour cela, nous sommes amenés à participer aux frais de voyage, à des congrès ou à des séminaires professionnels pour des professionnels de santé. Pour être prosaïque, on paie l'avion, le train, les repas, également les hôtels. Tout ça dans le cadre professionnel, bien sûr. Hein. On ne va pas au-delà, on ne paie pas des week-ends à Disneyland ou la famille, etc. Donc il y a des règles très, 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 très strictes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait légal et que nous faisons parce que c'est utile au secteur de la santé pour développer la recherche et l'éducation continue. Eh bien, comme je l'ai dit, tout ça est autorisé par la loi, est tout à fait légal. Nous avons décidé, pas uniquement GE, mais le secteur de la santé en Europe, représenté par une association professionnelle qui s'appelle MedTech, d'aller au-delà de la loi et de fixer des règles plus strictes. Et de dire, eh bien non, on va ne plus pouvoir inviter de manière directe tel professionnel de santé, docteur X ou professeur Y. Ça ne va plus être possible pour les raisons que vous avez à droite, ou plutôt au milieu dans la colonne avantage, pour essayer de, même si aujourd'hui je suis presque certain qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais d'éliminer la perception du risque d'influence, de dire on a invité ce professionnel de santé parce qu'il ou elle va nous aider à acheter nos équipements. Voilà. Hein. Donc pour sortir de ce risque de conflit d'intérêts, l'association a dit on ne fait plus d'invitation individuelle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ces budgets-là, on ne va pas faire de l'économie, hein, ce n'est pas le but de faire de l'économie, mais on va donner ces budgets-là à des institutions de santé qui, elles, vont choisir les bénéficiaires en fonction de leurs critères d'organisation, de priorité, etc. Voilà, ça c'est un autre exemple dans lequel la conformité a dit, même si c'est autorisé, eh bien, on préfère avoir des règles plus strictes pour éviter la perception de conflit d'intérêts et également améliorer le niveau d'éthique du secteur de la santé.
le secteur de la santé n'a pas forcément une perception, une image d'éthique forcément élevée. Nous souhaitons l'améliorer grâce à des décisions comme cela. Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Voilà, c'est un deuxième exemple, je pense clair et pratique, dans lequel la fonction de conformité intervient et prend des décisions, je dirais, qui sont d'application. C'est-à-dire, c'est pas facultatif, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, périphérique dans la stratégie de l'entreprise, mais qui est au centre de la stratégie de l'entreprise. C'est une bonne question. Oui, en tout cas, c'est applicable dans les pays que couvre l'association MedTech, et c'est effectivement le cas de la quasi-totalité des pays européens, y compris la Russie. Il n'y a pas Israël. Bon, c'est pas forcément l'Europe, mais quelquefois Israël est intégré dans les organisations européennes, mais c'est effectivement tous les pays européens, absolument. Maintenant, je voudrais poursuivre pour vous donner un éclairage sur une initiative forte, en tout cas à l'intérieur de notre entreprise. Elle a été initiée il y a à peu près 25 ans aux États-Unis. C'est une initiative plutôt américaine, c'est vrai, mais qui a ensuite été développée dans tout le monde, dans lesquels interviennent General Electric, pardon. C'est ce qu'on appelle le signalement ouvert, c'est-à-dire ce que j'expliquais en introduction, le système d'alerte interne, le cas du docteur Frachon, qui, de manière spontanée, a décidé de reporter un cas ou un questionnement particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent dans notre entreprise depuis fort longtemps, je l'ai dit, et qui fait partie vraiment de l'ADN de la compagnie, et qui est présent dans toutes les unités de l'entreprise et dans tous les pays. Alors, vous avez ici la définition. C'est assez simple, mais encore faut-il bien l'apprendre. Donc, c'est un système qui permet à tout un chacun. Je n'ai pas mis employé parce que ça concerne aussi les stagiaires, les fournisseurs, ça concerne les contracteurs aussi, les personnes qui sont en contrat court chez nous, de pouvoir soulever une question d'éthique, d'intégrité, un doute, ou même plus qu'un doute, une certitude, mais même un doute est possible, et de pouvoir obtenir une réponse de la part de l'organisation, de l'entreprise, dans un délai relativement raisonnable, et surtout, sans représailles, directes ou indirectes, parce que la personne a fait ce choix. Voilà. Donc ça paraît simple, mais à vivre, c'est quelque chose qui est important. Et vous avez à droite un petit peu les autres canaux qui sont proposés aux collaborateurs pour soulever leurs problèmes. Il n'y en a pas qu'un. Il y a bien sûr leur manager, c'est évident, les ressources humaines, le département juridique, moi-même. Et puis, le dernier à droite, c'est quelque chose qui est spécifique à GE. C'est un réseau de médiateurs d'entreprise, dont je vais parler dans un instant, et qui fait partie de cette spécificité que nous avons. Voilà. Donc, en bas, il y a un petit message sur lequel je voudrais dire 2 mots. En tant que directeur de la conformité, pour moi, un des principaux risques dans l'entreprise, c'est la peur. C'est le fait que les collaborateurs connaissent des choses, soient au courant de dysfonctionnements et aient peur de le dire ou de le divulguer à qui que ce soit. Et dans ce cas-là, eh bien, le risque pour l'entreprise, c'est que le feu prenne et que la forêt brûle avant qu'on ait eu le temps de l'éteindre. Voilà. C'est ça le but. C'est pas un but... c'est un but assez prosaïque, je veux dire, c'est de pouvoir résoudre les problèmes le plus tôt possible avec la collaboration des collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est un concept, comme je le disais, plutôt... Alors, pas anglo-saxon, parce que le terme d'ombuds, dont je vais parler tout à l'heure, est un terme plutôt scandinave et qui est en fait un peu l'équivalent de notre défenseur des droits en France. Voilà. En France, on a un défenseur des droits qui s'appelait avant le médiateur de la République, qui est Monsieur Toubon, et qui est disponible pour chacun d'entre nous, en tant que citoyen, pour soulever des questions, avoir des réponses, etc. Ce concept existe en Suède et en Norvège, et il a le terme d'ombuds, et il a été pris par GE en tant qu'un concept intéressant, et on a utilisé cette terminologie interne. Donc ce n'est pas un terme anglais, c'est plutôt un terme scandinave. Voilà. Donc vous voyez, ce concept existe au-delà de l'entreprise, il existe dans des pays, beaucoup de pays qui l'ont, dont la France bien sûr. Donc c'est quelque chose qui plutôt est de la nature du médiateur, si vous voulez. D'accord ?
c'est le médiateur entre le collaborateur qui a un problème et un expert qui va le résoudre. Voilà. Est-ce que c'est clair sur le concept? Ça va? Très bien. Donc, la spécificité de notre entreprise, je pense, c'est d'avoir un système d'alerte interne, justement, c'est-à-dire qui développe un réseau de personnes qui soient à l'intérieur de l'entreprise. D'autres entreprises ont fait le choix d'externaliser ce processus. Il n'y a pas de jugement péjoratif là-dessus, ce sont des choix d'entreprise. Chez nous, un de mes rôles, c'est de s'assurer que ce réseau de personnes fonctionne et soit le plus vivant possible. Et ce sont des personnes, des collaborateurs de l'entreprise qui ont des fonctions opérationnelles dans les ventes, dans l'ingénierie, dans le manufacturing, etc., etc. Et qui, en plus de leur rôle opérationnel, ont un rôle dont but, ils sont volontaires, ils ne touchent pas d'argent, ils ne sont pas rémunérés pour ça, ils n'ont pas de prime, de résultats. Ils sont volontaires pour être justement les personnes vers lesquelles les collaborateurs vont se diriger pour poser leurs questions, soulever leurs cas et discuter. Voilà. Et moi, j'étais très étonné au début. Je me suis dit, ça ne va pas marcher. Qui va vouloir faire ça en plus de son travail, sans être rémunéré? En fait, ça fonctionne relativement bien. On arrive à trouver des volontaires. Et aujourd'hui, dans le périmètre qui est le mien, 13 000 collaborateurs, tous les pays européens, nous avons 35 ombuds, 35, qui sont des hommes et des femmes, dans les pays. En France, nous en avons 3, etc., etc., qui ont ce rôle-là et qui sont quelquefois là depuis plusieurs années. Et ça leur plaît parce que c'est un développement aussi personnel pour eux de faire autre chose et d'être utile à leurs collègues et à l'entreprise. Voilà. Exactement, monsieur, vous anticipez tout à fait la prochaine slide, la prochaine diapo. Monsieur disait effectivement, il y a une loi française qui s'appelle la loi Sapin 2, qui est une loi qui a été votée en 2016, qui est une loi qui a été votée dans le cadre de la lutte anticorruption en France. Et dans les 8 exigences de la loi, l'une d'entre elles, c'est la création d'un système d'alerte interne dans les entreprises et aussi dans les institutions publiques de plus de 500 collaborateurs et de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est obligatoire désormais. Donc on est passé d'un système qui était inconnu en France, quand j'ai commencé dans la conformité en 1999, d'un système qui n'existait pas du tout en France, à un système qui progressivement a fait ses pas, si j'ose dire, et qui devient aujourd'hui obligatoire, absolument. Parce que le législateur a pensé que c'était utile de par l'histoire d'un certain nombre d'entreprises, dont la nôtre. Voilà. Donc la spécificité de notre entreprise, c'est d'avoir ce réseau à l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont formées, qui sont volontaires, que je l'ai dit, et qui sont à la disposition de chacun d'entre eux, de chacun des collaborateurs. Par exemple, un collaborateur de Suède peut appeler une personne en France ou vice-versa. Il n'y a pas de règles. C'est très informel. C'est très informel. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Il n'y a pas de choses compliquées. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous avez, nous avons sur chacun de nos ordinateurs une icône qui est celle-là, sur lesquelles on peut cliquer très facilement et sur lesquelles on a accès au nom et un système de courriel pour adresser la requête, etc., etc. On facilite, tant que faire se peut, l'appropriation du système par les collaborateurs. Ce système, bien sûr, n'est pas anodin. Il est régi par un certain nombre de principes. Il y a des règles, parce que c'est quelque chose de sérieux, bien sûr. Le premier de ces principes, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, soulever les problèmes le plus tôt possible. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le second, fondamental, c'est la confidentialité. On a tout à fait conscience que soulever un cas, c'est un acte de courage. C'est un acte de courage parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et on assure la confidentialité du nom des collaborateurs et aussi des informations fournies dans un groupe de travail le plus restreint possible. Voilà. Parce que, bien sûr, il faut que des experts puissent investiguer et enquêter sur la question posée. L'anonymat est possible. L'anonymat est possible. Là aussi, la position française a évolué. La Commission nationale informatique et liberté n'était pas forcément très encline à accepter ce principe. Je crois que maintenant, c'est un peu plus passé dans les mœurs. Mais il faut être vigilant. J'en parlerai tout à l'heure dans les défis. Mais c'est quelque chose qu'on autorise. Il y a à peu près, sur les cas graves que nous avons, à peu près 30% de cas anonymes. D'accord ? Soit vraiment anonymes, c'est-à-dire on ne connaît pas la personne,
soit la personne a demandé à l'ombuds, au médiateur, de garder son nom et de ne pas le révéler, ce qui est aussi un bon moyen de conserver l'anonymat. Et bien sûr, le dernier principe, c'est l'absence de représailles. C'est un pilier, je dirais, fondamental, et j'en suis un petit peu le gardien. J'ai eu dans ma carrière des cas où j'ai eu à appeler des directeurs de division pour leur demander de cesser certaines pratiques qui se rapprochaient des pratiques de représailles. Donc là-dessus, on est relativement, pas relativement, mais tout à fait inflexible. Sinon, la crédibilité du système est effectivement un peu mise en cause. Donc l'absence de représailles, sur toute personne qui soulève un cas de bonne foi, elle doit être assurée sur le long terme aussi. Et la représaille, ce n'est pas uniquement t'es viré, au revoir. C'est beaucoup d'autres choses. Hein. C'est l'exclusion, c'est tu n'as plus de formation, tu n'es plus dans les projets stratégiques. Il y a beaucoup de formes de représailles sur lesquelles on est extrêmement vigilant. Voilà ces principes. Et je voudrais terminer par ce qui me paraît être les bénéfices principaux de ce système d'alerte interne. D'abord, je pense que, vous l'avez compris, on met les employés au cœur du système. La conformité, ce n'est pas uniquement moi ou mon équipe, c'est aussi les collaborateurs qui participent à la résolution des problématiques de conformité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches des problèmes. Si je suis un collaborateur en charge d'un distributeur en Moldavie, par exemple, eh bien, je vais mieux le connaître que moi, qui suis à Paris. Je vais mieux connaître son fonctionnement, ses pratiques. Est-ce que c'est un distributeur qui accepte des pots de vin ou qui en paye pour avoir des marchés ? Eh bien, ça a un avantage opérationnel beaucoup plus fort. Ensuite, c'est une alternative au recours au manager. Si le problème vient du manager, c'est un peu embêtant d'aller voir le manager et lui dire « je pense que tu me harcèles, je pense que tu piques dans la caisse, je pense que tu détournes de l'argent ». Ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver une parade et un moyen parallèle pour régler ce problème. Le périmètre d'action est très vaste. Il n'y a pas de question taboue dans ce système-là. Peut-être le seul qu'il soit, c'est les rémunérations. On a très peu de questions là-dessus. Je suis mal payé ou j'estime ne pas avoir la bonne augmentation. Donc ça, c'est plutôt les ressources humaines. Autrement, il n'y a aucun tabou. Le principal sujet de préoccupation des collaborateurs, c'est les relations sociales. Le harcèlement, moral ou sexuel, les risques psychosociaux dans l'entreprise. Ce sont la première thématique qui revient. Ensuite, nous avons tout ce qui a trait à la protection des données confidentielles. Nous traitons des données patients, d'accord ? Des données collaborateurs, des données clients. C'est la deuxième problématique. Et la troisième, c'est la prévention des conflits d'intérêts entre différentes fonctions. Voilà les problématiques. Nous avons entre 200 et 250 cas par an, et 100 d'entre eux sont les plus graves, puisqu'on les catégorise comme étant les plus graves, c'est-à-dire ceux qui peuvent impliquer une violation de la loi ou une violation de nos procédures internes. Donc 200 cas, 200-250 cas par an, 13 000 collaborateurs, et 100 cas les plus graves. Et sur ces 100 cas, la moitié, 50, sont confirmés. Et c'est grâce à ça qu'on progresse, qu'on améliore, qu'on évite la répétition des problèmes. Le rôle des ombuds est indépendant, ça veut dire que on ne peut pas leur donner de consignes particulières. Tu ne fais pas ça, tu arrêtes de regarder ça. Il y a une ligne hiérarchique spécifique pour les ombuds, qui est différente de leur ligne opérationnelle. L'action est rapide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nomme un investigateur, une personne qui est experte dans le sujet et qui va enquêter et qui va collecter les informations, interviewer les gens, faire un rapport. Ça, c'est très important. Ce n'est pas fait entre deux portes. Ce n'est pas fait sous la... il y a un rapport écrit. Donc, il y a une trace. Lorsque les collaborateurs s'en vont, on a une trace de ce qui s'est passé, des conclusions et des actions correctives. L'enquête est objective parce que c'est un expert indépendant qui le fait, à l'intérieur de l'entreprise, bien sûr. Hein. Généralement, on ne va pas à l'extérieur. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on ait à solliciter un expert extérieur. Ouvert et non défensif, ça veut dire qu'on préfère régler le problème à l'intérieur de notre organisation avant que ce soit la police, le procureur de la République ou d'autres institutions qui s'en mêlent. Donc c'est un système de prévention de la non-conformité. Et bien sûr, pas de représailles. Et comme vous l'avez dit, monsieur, c'est un système effectivement reconnu aujourd'hui par la loi française. Également, bien sûr, la protection des lanceurs d'alerte est inclus dans le système reconnu par la loi.
Je peux répondre. Donc, est-ce que l'expert est toujours du même pays? Non. On choisit l'expert en fonction de son domaine d'expertise. Je vais vous donner un exemple. On a eu un cas où notre siège social est à Buc, dans les Yvelines, où on est une usine de production de systèmes de mammographie. Eh bien, nous envoyons ces équipements, bien sûr, auprès de nos clients. Et il est arrivé qu'on envoie un équipement en Iran. D'accord ? Voilà, un client était en Iran. Eh bien, nous avons eu une question posée, est-ce que c'est conforme aux réglementations sur le commerce international? Est-ce que vous êtes capable, vous, de régler ce problème-là? Moi, je ne le suis pas, je ne suis pas un expert. L'Ombuds ne l'est pas. On a nommé un expert aux États-Unis parce que c'est là que réside l'expertise sur la réglementation du commerce international. Voilà, c'est un exemple. L'expert, il n'est pas nommé en fonction de sa nationalité, il est nommé en fonction de sa compétence. Alors les défis, je le disais tout à l'heure, c'est pas aisé, ça paraît simple, ça paraît couler de source, mais ça pose des problématiques qu'il ne faut pas évacuer. La première d'entre elles, nous sommes en France, bien sûr, est-ce que c'est de la délation? Je l'ai eu peut-être de moins en moins, je dois l'avouer, parce que les générations évoluent, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas éluder. Mon avis, c'est que ça n'est pas de la délation, tant que c'est fait de bonne foi, bien sûr. Je suis dans la conformité depuis 1999. J'ai eu 2 cas dans lesquels j'ai eu la perception très forte que le système était dévoyé et qu'il était utilisé contre plutôt une personne et pour le dénigrer. Donc là-dessus, j'ai pris les mesures nécessaires pour que ça cesse. Mais la majorité des cas, donc, ils sont soulevés de bonne foi. Et si ce n'est pas le cas, on sensibilise les ombuds à détecter, ou à essayer de le détecter, bien sûr, le plus possible. Combattre la peur des représailles, ben voilà, ça c'est aussi le deuxième challenge, le deuxième défi. C'est dire, moi, je connais des choses, mais je ne vais pas les divulguer parce que j'ai peur pour moi. J'ai peur pour ma carrière, j'ai peur pour mon avenir, et donc je préfère ne pas le faire. D'accord ? Et même anonymement. Parce que je n'ai pas confiance, on va peut-être pouvoir me tracer et m'identifier. Donc ça, c'est un défi important que l'on essaie de combattre avec la formation, la sensibilisation des managers, des collaborateurs, la répétition, c'est un peu la fin, la communication, la formation pour dire ayez confiance au système. Et on n'a pas d'exemple. Moi, je suis le gardien du temple, si vous voulez, pour m'assurer, bien sûr, qu'aucun collaborateur ne subisse de représailles. Ensuite, un des verbatims qu'on a quelquefois, même si je le fais, ça va servir à rien. L'entreprise ne va rien faire. C'est la futilité, quoi. C'est à quoi ça sert. Donc là aussi, on communique sur des exemples réels, comme celui que je viens de vous donner sur l'Iran, anonymisés, bien sûr, anonymisés, pour expliquer que ça a servi à améliorer les processus de l'entreprise. Et on essaie de convaincre les gens que l'entreprise tient à cœur de résoudre les problèmes. Autre défi, je ne suis pas concerné, les autres le feront à ma place. Bon, courage, fuyons un peu, mais c'est ça. Donc là aussi, par la formation, la communication, les exemples, on essaie de convaincre les gens. Donc mon rôle, en tant que directeur de la conformité, c'est cela, c'est de former les nouveaux collaborateurs, ceux qui rentrent dans l'entreprise, pour leur expliquer à quoi ça sert, et les convaincre de la valeur ajoutée de ce mécanisme. Ma conclusion, elle est la suivante, c'est qu'on essaie de faire en sorte que la conformité fasse partie de l'ADN de la compagnie. Je ne veux pas être arrogant, ce n'est pas du tout de l'arrogance que je dis là, on est imparfait, on a beaucoup de choses à améliorer, nos processus sont tout à fait améliorable. On a des audits, on a des contrôles, on a des recommandations comme toute entreprise humaine. Par contre, je pense pouvoir dire qu'on a des valeurs qui tendent à ce que l'entreprise soit meilleure. Et en tout cas, j'ai jamais dans ma carrière vu d'activité illicite ou non conforme que j'ai pu accepter ou tolérer. Donc ça, c'est important. L'imperfection existe, mais il y a une volonté de tendre vers un système de conformité. Deuxième principe, c'est l'appropriation. J'essaie de convaincre les gens que la conformité, ce n'est pas uniquement l'équipe centrale de conformité ou les ombuds, c'est tout le monde. Chacun participe
du système de conformité de l'entreprise, par la qualité des produits, par la qualité de son travail, mais aussi par la détection des problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis fondamentalement, je pense, et notre direction pense, que c'est un avantage compétitif. Nous sommes une entreprise commerciale, c'est vrai, et nous pensons que l'intégrité, c'est un gain pour le futur. Alors, ce que je dis aux collaborateurs, surtout aux commerciaux, c'est que peut-être ils peuvent perdre une affaire dans un trimestre, mais sur le long terme, c'est un gain pour l'entreprise et pour leur carrière aussi. Parce que s'ils font les choses bien, eh bien, ils resteront dans l'entreprise, ils seront reconnus. Notre système de reconnaissance marche aussi sur la conformité. Et sur le long terme, c'est gagnant pour tout le monde. Voilà. Mais aussi pour l'image de l'entreprise. Alors la seule chose que je n'ai pas traduite, c'est à droite. Je pense que ça coule de source. Si vous voulez... C'est intouchable là. Alors c'est plutôt ancien, mais je la garde parce que je pense que ça a du sens. C'est effectivement l'investissement sur le long terme qui peut être ruiné en peu de temps par un problème de corruption, un problème autre, qui ruine la réputation de l'entreprise vis-à-vis des clients et des autorités. Donc ça, c'est quelque chose qui est un argument aussi de conviction pour l'ensemble de l'organisation. Voilà, je vous remercie de votre attention et...